Je vais vous parler du coût d'opération des matériaux. Souvent, on parle d'efficacité énergétique et on parle des surcoûts au moment de l'investissement initial et pour réduire les coûts d'opération dans le temps. Avec ce projet-ci, on veut vraiment démontrer que les matériaux, c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer quelques projets pilotes qui ne sont pas encore terminés, parce que c'est une chose de dire « Hey, ça, c'est des bons choix de revêtement ». C'est une autre affaire de convaincre du vrai monde, là, qui sont en pleine réno, en plein agrandissement de leur maison, à prendre le temps de faire les bons choix. On va regarder les alternatives ensemble et leur impact coût au cycle de vie, non seulement économique, mais aussi écologique. Donc, comme vous savez, l'impact environnemental d'un bâtiment se résume à plusieurs choses. Il y a des intrants énergétiques, d'eau et de matériaux. Et les matériaux rendent nobles. L'entropie est pas mal intacte et les bâtiments ont la tendance à dégrader la qualité des matériaux et ils finissent souvent en déchets, malheureusement en bonne partie non recyclables. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas trop des eaux et de l'énergie, je suis tanné de parler de ça. L'efficacité énergétique, en gros, là, est un défi au Québec qui n'existe pas vraiment. On baigne dans des surplus, c'est épouvantable. On ne sait plus quoi faire avec notre énergie. Donc, comme organisme qui lutte dans notre milieu, on tourne vraiment toute notre attention vers les matériaux parce que fermer les lumières quand tu quittes la pièce, mais en gros, ça enlève un peu de travail à une plainte électrique quelque part d'autre qui n'a à peu près pas d'impact environnemental en bout de ligne de toute façon. Le contexte d'efficacité énergétique au Québec n'est pas intéressant présentement. Donc, si on veut regarder le portrait réel de l'impact d'un matériau, c'est sûr qu'il faut faire l'analyse cycle de vie. C'est du méchant cassage de tête d'ingénieurs épouvantable. Je vous le dis d'avance, c'est vraiment plate comme science. Fait que j'embauche du monde pour en faire, parce que, ouf, c'est pas évident. Donc, si on regarde l'impact des revêtements, dans une des seules études qui ont été faites sur l'analyse cycle de vie complet d'un bâtiment résidentiel, ça a été fait en 2010, je crois, en Oregon, par le genre de Recycle Québec de l'Oregon. Et on a vu que les trois composantes d'une maison résidentielle unifamiliale qui ont le plus d'impact au niveau des changements climatiques sont les revêtements. Si on regarde ici, couvre-plancher, toiture, gyps. Le gyps est le revêtement de mur intérieur. Les toitures, c'est le revêtement de toiture, évidemment. Et les revêtements de sol, qui sont les couvre-planchers. Quand on compile les impacts sur les différentes étapes de vie des matériaux dans un bâtiment résidentiel, en gros, ils sont responsables de la moitié des gaz à effet de serre. Donc, on s'est dit, coudonc, il y a de quoi faire avec les revêtements. Et le portrait ressemble beaucoup au portrait du Québec, même si on n'a jamais fait une étude équivalente pour des maisons ici. Donc, 41% des déchets au Québec sont des matériaux de construction qui ont ont le malheur de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Parce que, comme vous savez, les déchets, ça n'existe pas. C'est un manque d'intelligence des humains qui les génèrent. Ensuite, c'est ça, quand on regarde ce qu'il y a dans les déchets de résidus de l'industrie de la construction au Québec, il y a beaucoup d'asphalte, beaucoup de briques et de verre. Les plastiques et le gyps, c'est de 10 à 20 %.
Dans le cas de l'asphalte brique, c'est plus 40 à 60 %. Pour vous donner une idée. On peut-tu réduire la... On manque un petit bout, je pense. Donc, si on peut dézoomer un peu, en tout cas. Donc, sur le court terme, c'est sûr que si on regarde une maison, des mises en chantier ou des projets en planification actuellement, les choix de revêtement les plus typiques, même pas typiques, comme qui dominent, c'est les toitures en bardeaux d'asphalte, des planchers en stratifié, laminé, et ou vinyle. Et on a aussi le gyps qui fait à peu près 100% du revêtement de mur intérieur. Et là, je vous parle en 2018. Et c'est le but de ma conférence aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a d'autres choses et qu'en bout de ligne, le trio de revêtements actuellement utilisés sont les matériaux les plus chers à opérer dans le temps. Pourquoi? Ils ont des coûts élevés d'opération. Ils ont parfois le coût le plus bas au moment de l'achat initial. Mais si on regarde dans tous les standards, dans tous les protocoles d'analyse cycle de vie ou d'espérance de durée de vie d'un bâtiment typique en Amérique du Nord, on parle de 60 ans. Fait que les vrais coûts, faut prendre les coûts de construction initiale, de rénovation avec le temps, pour regarder le coût total sur 60 ans avec l'inflation et tout un paquet de facteurs financiers. Mais en gros, c'est le vrai coût au pied carré par année dans le temps. Quand on parle avec un entrepreneur, j'étais un sale entrepreneur moi-même, mais ouais, c'est sûr que tout ce que tu fais toute la journée, c'est checker les coûts au pied carré, puis tu prends des décisions, tu passes des commandes, et c'est comme ça que ça marche. Quand on regarde du côté du consommateur, par contre, c'est eux qui vont devoir opérer la maison, et quelque chose avec un coût d'achat initial un petit peu moins cher, comme le bardeau d'asphalte versus un produit métallique, par exemple, pour une toiture. Au moment de l'achat, on parle de 40% plus cher pour du métal. C'est sûr que 40%, c'est énorme dans la tête d'un entrepreneur ou d'un consommateur. Quand on regarde au dollar du pied carré par année sur 60 ans, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, si on regarde l'exemple d'une toiture en bardeau d'asphalte, on parle d'à peu près 3 changements sur le 60 ans selon les protocoles en analyse cycle de vie. Nous, on n'a pas pu, quand on fait de l'analyse cycle de vie, on ne peut pas prendre des hypothèses pensées par nous-mêmes avec les vraies affaires. Il faut prendre ce qui est établi par les industries. Donc, allons voir pour les planchers. Si on regarde du bois franc huilé, j'insiste sur le huilé parce que le pré-verni là, a besoin d'être sablé et reverni. C'est un cercle vicieux, ce qui diminue la durée de vie des revêtements de bois. Il faut vraiment huiler, qu'on peut simplement retoucher. On a analysé aussi le liège, le marmoléum et le stratifié. Et on a regardé leur durée de vie en années. Et on a regardé leur coût au pied carré, c'est ça, avec l'installation incluse. On voit que c'est ça, le bois stratifié est et oui, dans les moins chers, et ça explique pourquoi on l'utilise aussi fréquemment. Quand on regarde les planchers au niveau de leur impact environnemental, nos ingénieurs ont pris les déclarations environnementaux de produits. Il y en a qui connaissent les fameux EPD, qui sont ce que
les fabricants commencent à produire pour qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes. Actuellement, ça prend des mois comparer une pomme avec une autre pomme. C'est pas encore évident à faire. Mais on a pris toutes les catégories d'impact environnementaux et on les a combinés ici pour voir quel matériau a le plus grand impact sur le cycle de vie de 60 ans et combien de déchets sont générés sur les 60 ans. On voit que le bois stratifié a clairement pas la cote parce que on le renouvelle fréquemment. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau des coûts, les coûts financiers. Le coût environnemental, on le sait, là, un peu que les produits plastiques pas biosourcés se comparent très mal aux autres matériaux. Mais si on regarde le prix au pied carré sur 60 ans du bois franc pré-huilé, 10 piastres, c'est encore le même qu'on a installé au jour 1 qui est en place. Quand on regarde le bois stratifié, ça a coûté 28 $ au pied carré. Fait que moi, dans ma tête d'entrepreneur, je suis comme, hey, je vais prendre le moins cher, voyons donc, c'est sûr. Mais on ne pense pas tout à fait en coût d'opération encore. Et c'est sûr que quand tu construis, tu cèdes la maison aux acheteurs, puis c'est plus ton problème. Ici, ben, c'est un exercice pour démontrer à tous et surtout aux consommateurs en bout de ligne qu'il faut faire les bons choix et les choix les plus écologiques vont toujours être moins chers en bout de ligne. Donc ici on voit l'évolution des prix parce qu'on voit qu'il y a des investissements importants quand on choisit des matériaux non durables. Le gypse, très intéressant. Il y a des contreplaqués, même certifiés Forest Stewardship Council, sans urée, formaldéhyde du tout dans leur colle, qui peuvent concurrencer le coût du gypse. Parce que le gypse, c'est pas seulement l'achat d'un panneau. Il y a faut tirer les joints, il faut mettre un après, il faut mettre la peinture. Ça finit par coûter autour de 2 $ du pied carré. Poser du contreplaqué ou de la planche simplement de bois résineux embouffeté va coûter à peu près 2 $ du pied carré également. Et si on y va avec la toute petite planche embouffetée, là, ça peut coûter même 1 $ du pied carré installé. Ici, on n'a pas de différence au niveau du coût à l'installation. Mais de la planche peut être désinstallé et réinstallé. Et en gros, le bois peut manger la claque et vieillit très bien dans le temps. Du beau bois, de la belle planche de pin poqué, là, ça prend même de la valeur avec le temps. Le contreplaqué peut manger des méchants coups avant d'avoir à refaire du plâtre, refaire de la peinture. Le gypse, c'est pas un mauvais matériau en soi, c'est assez inerte côté santé, mais c'est tellement fragile, là. Puis dès qu'on décide, comme on fait au Québec, de changer les pièces, de rénover juste une petite affaire, là, c'est des conteneurs pleins de gypse à chaque fois. Parce que dès que tu changes d'idée, c'est fatal. Ça s'en va tout au conteneur pour devenir plus acide éventuellement avec la décomposition du gypse dans un site d'enfouissement qui se mêle à toutes sortes d'autres composés qu'on retrouve dans des sites d'enfouissement. Désolé, mon background en sciences environnementales peut être un peu décourageant des fois, mais en gros, le bilan des trois, on va voir, c'est ça, un coût environnemental sans surprise, beaucoup plus élevé pour le gypse par rapport à du bois scié. Ça, c'est toute analyse cycle de vie fait. Et la quantité de déchets générés sur 60 ans, ben, c'est sûr, le gypse va avoir, on a évalué à peu près un remplacement complet pour une maison typique sur 60 ans parce que, en gros, on change d'idée et on réaménage et on retouche le gypse assez souvent.
que c'est raisonnable de considérer un changement complet. Le gypse va coûter 1,5 fois plus cher sur le cycle de vie de la maison par rapport aux deux autres alternatives. Côté toiture, ça c'est du gros volume de déchets au Québec. Je dirais que l'ennemi numéro un de Dame Nature côté bâtiment, là, pour les petits bâtiments, toiture en pente, c'est vraiment un méchant fléau. Surtout depuis qu'on mélange du fibre de verre dans les autres produits bitumineux, ça devient même difficile à valoriser. C'est un but noble d'étirer l'espérance de vie d'un produit merdique en partant, mais ça cause encore plus de problèmes en fin de vie du produit. Donc, on a comparé des revêtements de tôle avec le bardeau d'asphalte. On parle de 10 $ du pied carré pour des soumissions de couvreurs pour nos deux projets pilotes. Bardeau d'asphalte, on a un coût installé d'environ 7 $ du pied carré. C'est sûr, pour des clients, là, quand tu négocies avec, dans le cadre d'un projet, ils sont comme « Ouais, mais là, tu sais, la différence de 3 $, c'est des milliers de dollars pour moi, cela. Là. » Puis c'est là qu'il faut les convaincre, à la caméra en plus, que le choix écologique est le choix le plus économique. Mais c'est vraiment drôle de voir la réaction des vrais gens. Parce que, donc, la quantité de déchets, pas de surprise, la tôle a 0 déchet sur 60 ans. Et à la fin de sa vie, c'est techniquement 100% recyclé au Québec à ce moment-ci. Il y a tout le temps des scrapeurs qui passent partout, même tous les rangs du Québec, plusieurs fois par jour en cherchant du beau métal à ramener à la fonderie. Au niveau des impacts environnementaux fusionnés, la tôle a la moitié de l'impact. Et au niveau du coût au pied carré sur 60 ans, c'est là que c'est très intéressant. 35 $ du pied carré pour une toiture avec revêtement d'asphalte. 10 $ du pied carré, toiture en tôle. 3,5 fois plus cher, là. Ça n'a pas de bon sens. Il faut éliminer ces matériaux-là. Je dis tout le temps, si j'étais dictateur, là, première chose que je ferais, je bannirais les toitures en bardeau d'asphalte. On a, pour regarder en détail nos projets pilotes, on a eu 2 projets retenus, une réno, un projet de construction. Puis ils ont été retenus sur 60 demandes de gens très intéressés à participer à notre projet, parce qu'ils sont très, très typiques. Si on regarde une réno d'une maison, on voit du beau, du beau vinyle, du bardeau d'asphalte complètement scrap. C'est une scène très, très typique. Souvent du côté sud, là, le côté sud mange la claque du UV. Quand on dit qu'une toiture en bardeau d'asphalte peut durer 25-30 ans, si on regarde vraiment le côté qui est exposé à l'ennemi de l'asphalte, c'est vraiment le soleil. On voit que c'est clairement très différent là où on a l'ensoleillement direct. Toiture métallique, le métal a de l'oxygène, la corrosion qui peut atteindre le métal, mais pas le UV. Le UV, c'est ça, c'est bizarre de mettre un produit très susceptible au UV sur une toiture où il y a un ensoleillement presque à temps plein. À l'intérieur, il y avait une maison typique, il y a toutes sortes de revêtements au niveau du mur. Des beaux puits de lumière qui ont coulé des condensats pendant
des décennies, ça a tout pourri l'intérieur de la pauvre maison. Des produits qui devraient rester en Europe, ça. Des puits de lumière, là, pas de bon sens. Ça n'a pas sa place ici, ça ne marche pas. Des beaux planchers de vinyle, c'est presque tendance, tellement que les couleurs d'époque reviennent. Donc ici, on voit, on est en train de négocier les alternatives avec les clients. Sinon, il y a un autre projet, une rénovation d'un sous-sol avec des merveilleux planchers flottants. Au bout de 6-7 ans, là, dans un sous-sol, le plancher flottant se met à gonfler dû au contact avec l'humidité. Les planches se déboîtent et le beau imprimé faux bois plastique commence à relever sur les côtés. C'est de toute beauté. Dans la partie cuisine, du beau vinyle en rouleau. C'est ça notre habitation au Québec, là. Puis qu'on se fasse pas d'idée, c'est la vraie vie, tout ça. Puis il faut casser le cercle vicieux avec des choix plus durables. Le gyps, ben, c'est ça ressemble un peu à ça en bout de ligne. C'est pas très glorieux, hein? Ouf! En tout cas, j'espère présenter l'année prochaine, vous montrer le résultat des super choix de design écolo, parce que convaincre le monde en habitation de faire les choix les plus durables, c'est un exercice de design en gros. Faut que ça aide la gueule, faut que ça soit désirable et sexy. On va publier sous peu, mais pour passer aux vraies affaires, on va regarder des alternatives qu'on propose à ces beaux participants-là. Au niveau des planchers, c'est sûr, j'ai un grand faible pour le bois pré-huilé, parce que c'est intemporel et ça peut être retouché avec le temps. Le liège, c'est une autre option, matériau renouvelable qui vient malheureusement pas du Québec. Ça vient plutôt du Portugal, mais comme c'est l'écorce qu'on récolte environ aux 7 ans, c'est quand même très souple. Ça peut épouser des formes bizarres et ça peut prendre l'eau ou du vin. Problème, donc c'est très adapté à nos fameux sous-sols au Québec qui font partie de la réalité avec laquelle on doit composer. Le marmoléum, qui est un autre équivalent au liège, qui est quand même biosourcé depuis 120 ans, je pense. La même recette qui est encore en fabrication. Donc, c'est ça, c'est des choses qu'on apprend à des clients. La plupart ne savent pas que c'est un produit naturel et très durable. Sinon, l'absence de plancher point. Quand on a des sous-planchers en béton, on fait juste les polir un peu, on met des densificateurs à béton. On a toute une série de vidéos sur les nouveaux densificateurs qui permettent d'avoir un béton qui est résistant au choc surtout, mais surtout qui ne va pas faire de poussière. C'est comme un vernis à vie dans le fond, à base d'eau. Densificateur, c'est toute une révolution dans le monde des planchers, surtout dans le secteur commercial, institutionnel. Sinon, le bois d'ingénierie, c'est une petite couche de vrai bois. Raison de plus, vu qu'on a à peu près seulement un sablage, d'y aller avec du pré-huilé. Mais c'est sûr, à l'endos des planchers d'ingénierie, il y a souvent un contreplaqué et c'est là qu'il faut éviter d'utiliser des produits qui sont avec un endos en fibre haute densité. Ça devient du plancher flottant glorifié dans le fond. C'est ça. Ils ne sont pas tous égaux, mais dans le milieu du condo, qui heureusement est le grand joueur dans le marché des mises en chantier d'habitation présentement au Québec, c'est plus de l'ingénierie que du bois franc cloué qu'on peut poser. Sinon, les bons vieux carrelages, céramique, c'est plutôt un choix de durabilité esthétique, qu'on dirait.
d'y aller avec des couleurs plus sobres, plus classiques, parce que la céramique dure très très longtemps, mais souvent la couleur est démodée au bout de 6-7 ans, puis on a envie de changer pour des raisons qui ne sont pas de durabilité physique du matériau. Donc, au niveau des cloisons intérieures, se sortir du gypse, c'est ça, c'est, comme je disais, c'est pas le pire matériau au point de vue environnemental. Il y a un potentiel maintenant de recycler. Il y a une entreprise qui reprend les retailles de gypse au Québec, ça s'appelle Recyc Gypse, une surprise. Donc les déchets ou même post-consommation, si c'est vraiment propre, ça peut être recyclé pour faire d'autres gypses ou de l'engrais agricole. Mais idéalement, on évite le gypse carrément au profit de lambris de bois. Le petit lambris que je vous parlais, là, on achète ça en paquet, puis c'est à peu près 30 cents du pied carré à l'achat, mais ensuite, il faut poser les petits lambris. Le bon vieux 1 par 6 embouffeté, les architectes peuvent le mêler, comme ici, on voit le peindre en blanc, le V-joint, là, ça revient à la mode, heureusement, parce que c'est... on parle souvent, on privilégie le lambris de bois, surtout pour les bas de mur, là où on a tout le temps des chaises qui reculent. Le gypse, tellement fragile, va toujours être à retoucher aux endroits où il y a beaucoup d'action dans une maison. Donc, le lambris est le choix le plus écologique, mais c'est ça, il y en a qui ne veulent pas de lambris mur à mur, plafond inclus. Donc, on peut le combiner avec d'autres choses, comme on voit ici, du contreplaqué québécois, certifié FSC, avec des cols censurés dans la composition. Donc, c'est ça, il y a vraiment moyen de jouer pour tous les styles aussi. Hein? On ne parle pas juste des maisons traditionnelles, comme on voit à Danville, qu'on peut mettre du beau lambris. Ça s'intègre à tous les styles, et nous, on va faire un gros pitch de vente auprès des Québécois qui sont intéressés par les maisons contemporaines, les maisons classiques, les champêtres. Toute la gang là, peuvent utiliser des matériaux durables, écologiques, sans problème. Sinon, au niveau de la toiture en pente, la tôle reste le choix l'alternative durable, la plus économique de la gang. Au niveau de l'achat, le bardeau de cèdre est le moins cher au pied carré, mais dans les plus chers, en bout de ligne, quand on a le facteur main-d'œuvre, ceux qui ont déjà cloué des toitures en bardeau de cèdre savent de quoi je parle. Tu cloues longtemps, tu broches, c'est beaucoup moins cher, mais c'est monocouche. Tu as juste une couche de protection contre les éléments. Au Québec, les élastomères bicouches ont plutôt la cote, surtout sous les toits végétaux, qui sont, c'est ça, la façon d'augmenter la durée de vie de toiture plate, c'est de protéger les couches d'étanchéité contre le rayonnement UV. La seule alternative aux produits au plastique va être le fibre de verre, mais c'est encore des coûts très élevés. Donc, dans tous les cas, on peut toujours cacher ces matériaux-là avec une couche de protection qui devrait durer, on parle de 50 ans. Donc, le verdict dans tout ça, est-ce que c'est laid, les biomatériaux?
tout cas, Écohabitation travaille présentement un nouveau projet avec des architectes, une sélection d'architectes québécois. On veut promouvoir le design, non pas scandinave, mais nordique de chez nous. De chez nous, là, avec des designs de maisons toutes faites avec des consortiums de fabricants qui vont préfabriquer et travailler avec des usines de préfabrication pour offrir des maisons de design intelligent, de construction standard passive côté énergétique, avec tous des matériaux sains et durables. Ce qu'on nous dit suite à nos formations, c'est que c'est beaucoup d'informations. Du point de vue du consommateur, là, qui est le end-user dans tout ça, ils nous disent tout le temps « c'est du sport votre affaire, comment je vais faire pour penser à tout ça? » Donc, l'idée de kit maison, signé par des architectes, là, on se dit « il y a quelque chose à faire ». Tu payes, ils te livrent au chantier sur un camion, puis tu n'as rien à penser. Le easy button. Donc, les revêtements écologiques sont un choix gagnant à tous les niveaux quand on regarde au-delà du coût d'achat initial. D'ici décembre, on va avoir des vidéos avec une belle visite des maisons de notre projet pilote. Et c'est ça, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous conter. C'est sûr que c'est un projet appuyé par Recycle Québec parce que éviter à la source, c'est bien plus intelligent que d'essayer de gérer des bardeaux d'asphalte en fin de vie. Merci beaucoup, M. Cosgrove. Très intéressant comme apport à notre rendez-vous des écomatériaux. Est-ce qu'il y avait des questions pour M. Cosgrove? Bien sûr, hein, je pense qu'on a suscité l'intérêt des gens. Oui, madame. Bonjour, Jacinthe Caron, je suis du Conseil régional de l'environnement. J'ai l'impression que je vais avoir la plus classique des questions. Mais je me demandais par rapport à la valeur marchande d'une maison, est-ce que c'est reconnu ou réputé la valeur supplémentaire parce qu'on a un coût initial plus grand, les gens vont vendre leur maison après 6-10 ans, ça m'est même arrivé, j'ai vendu ma maison, le revêtement était à faire, je l'ai fait en asphalte. Mais je déménageais, donc on dirait que la valeur, on n'est pas capable de récupérer cette valeur-là. Ça serait quoi les solutions? Comme je sais que, juste pour finir ma question, là, il y a habitation durable, je sais qu'il y en a des municipalités qui vont donner un crédit aussi. Donc je voulais savoir les solutions qui pouvaient aider à faire reconnaître la valeur supplémentaire de ces matériaux-là. Oui, excellente question. C'est la culture de la maison comme une patate chaude là, au Québec, ça nous tue. Là. Puis nos collègues européens n'ont pas le même problème. Ici, statistiquement, c'est sous les 7 ans qu'on occupe une maison en tant que propriétaire. Et quand on compare les choses dans une perspective de moins de 7 ans, c'est pas évident. Fait qu'il faut surtout, nous, notre mission, c'est d'aller chercher les gens au niveau des valeurs, dire cassons le cercle vicieux, mettons pas du bardeau d'asphalte parce que la maison est à revendre. On ne peut pas revendre une maison avec une toiture à refaire l'année 1 parce que ça va être enlevé du coût de l'offre d'achat. Donc, il faut le refaire, puis on y va avec le moins cher possible. Ça, c'est la vraie vie, oui. Quelles sont les solutions? On est à veille de publier notre étude sur une écotaxe qu'on veut présenter au gouvernement du Québec pour équilibrer la donne. Des écotaxes sur des planchers flottants, des écotaxes sur des bardeaux d'asphalte, puis de l'écotaxe sur le gyps. On a fait toute une étude avec plein
d'exemples tirés d'ailleurs en Amérique du Nord, surtout du Canada, pour dire finançons par exemple les toitures durables avec une écotaxe payée par les fabricants. On le fait avec les appareils électroniques, entre autres. Les pneus, on paye 5 piastres du pneu parce qu'on sait que ça va nous coûter au moins ça en fin de vie de ce pneu-là pour le gérer. Quand on regarde la quantité de matériaux dans les 4 pneus de ton auto, puis on regarde la quantité de goudron sur votre toiture, ça n'a rien à voir. Là. Les proportions sont complètement autre chose et il faut vraiment s'attaquer aux matériaux de construction dominants qui ne sont pas durables avec des écotaxes pour équilibrer le marché. Parce que ça ne se fera pas tout seul. Malheureusement, ça prend une intervention gouvernementale et on travaille fort là-dessus. Est-ce qu'on avait d'autres interventions? Oui. Monsieur Huon. Juste pour finir avec ça, les municipalités ont un rôle à jouer comme Habitation durable. Victo et toute une autre série de villes qui donnent de l'aide pour les bonnes pratiques, les bons gestes en habitation. Et c'est ça, encore mieux que des aides financières au niveau d'une municipalité qui sont toujours plus faciles à passer côté politique, c'est des règlements où, c'est ça, on peut éliminer le déclin de vinyle, par exemple, ou le bardeau d'asphalte des toitures. Ça se fait. Et nous, on est toujours plus rassurés quand c'est directement dans la réglementation que juste des aides pour le peu de gens qui font la bonne affaire. En effet. M. Bourassa l'a abordé l'an passé, d'ailleurs. Il y a les entrepreneurs également qu'il faut cultiver à ce niveau-là, c'est-à-dire de trouver les entrepreneurs qui veulent installer les matériaux comme du lambris, comme du bardeau de cèdre. Je pense que c'est moins courant qu'un entrepreneur qui va vouloir installer du gyps ou bien une toiture en bardeau d'asphalte. Il faut qu'il y ait aussi une éducation qui soit faite de ce niveau-là, je pense. Oui, c'est pour ça qu'on apporte ce projet-là à l'APCHQ et on va publier dans toutes les revues spécialisées d'entrepreneurs parce que faut l'entendre, le réentendre sur 10 ans avant de dire « Ah, écoute, non, c'est pas si pire, les toitures en tôle, je pourrais vendre ça à mes clients, je pense. » Tout à fait. Monsieur Bourassa. Merci beaucoup pour ta présentation, Emmanuel. Il y aurait beaucoup de compléments d'informations à apporter, mais je veux juste, sur un point particulièrement, ajouter à ton horreur pour le gypse, le bardeau d'asphalte, ça sera pour une autre fois, mais dans le sens que tu as évoqué que le gypse est un matériau qui est relativement inerte au niveau de la qualité d'air intérieur. Ce qui est assez vrai pour le gypse, ce qui n'est pas vrai du tout, cependant, pour le composé à joint qu'on met dessus et la peinture qu'on met dessus. Et ça, c'est archi fréquent. On n'a jamais du gypse qui est laissé apparent, mais on a toujours du gypse qui a du composé à joint puis de la peinture. Le composé à joint, quand il nous arrive dans des boîtes en carton, pour pas que ce soit, puis des sacs en plastique, pour pas que ce soit tout moisi à l'intérieur, il y a énormément de fongicides à l'intérieur. Idem pour les contenants de peinture latex qu'on achète, pour pas que ce soit tout moisi, il y a énormément de fongicides. Alors, on est en ça pleine surface sur les murs. Donc, quand on a, la caricature, c'est quand on a installé en neuf la chambre d'enfant, bien, c'est sûr qu'on lui a donné une dose passive de fongicides. Et quand ça finit par cide, bien, c'est que ça tue la vie. Fait que c'est sûr que c'est pas intéressant, juste pour ajouter à ton moulin, finalement, par rapport à la non-pertinence du gypse. Cependant... Oui, le composé Redemix, là, ouais. On suggère toujours d'utiliser la poudre et d'ajouter l'eau dedans directement, parce qu'il n'y a pas juste le fongicide, il y a aussi l'antigel. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de fongicide quand on utilise la poudre. C'est plus d'ouvrage, évidemment, le composé 90, le composé, etc. Mais si on veut vraiment faire attention à ces aspects de qualité d'air intérieur, parce qu'il y a la durabilité, mais il y a ces autres aspects de qualité d'air intérieur aussi qui sont importants. Par ailleurs, puis là, vous aurez des démarches politiques à faire là-dessus. Caroline, que j'ai vu arriver, Caroline Frenette, que j'ai vu arriver tantôt, peut être témoin que dans toute la promotion du bois en ce moment,
on fait la promotion du bois pour aller toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Et ça veut dire toujours plus de gypse, plus de gypse, plus de gypse. Et moi, ça me désespère absolument parce que l'aspect écologique du bois, on a malheureusement attaché beaucoup avec cet aspect-là. C'était mon commentaire sur le gypse. Pour les autres, on va s'en garder pour une autre fois. Mais le bardeau de cèdre, pour partager l'intérêt du bardeau de cèdre, au moins ses revêtements murales, je te montrerai comment l'en poser plus vite. Ça on aura du fun ensemble. Puis c'est la même chose pour les revêtements de bois à l'intérieur. On a des outils qui existent maintenant, qui n'existaient pas avant pour poser du bois, que ce soit dehors ou dedans, ça peut aller vraiment plus vite. Et l'avantage du bardeau de cèdre, et je peux en être témoin, à maintes reprises, j'ai fait beaucoup de projets en bardeau de cèdre, c'est qu'à la longue, ce n'est pas un matériau qui va se fissurer, qui va craquer, comme des revêtements de planches qui sont des fois, surtout la planche verticale, que c'est un petit peu tatillon des fois sur l'infiltration d'eau, alors qu'on n'a pas, pas mal moins ces problèmes-là avec le bardeau de cèdre. Mais pour la technique, là, on fera un parquet de bardeau à un moment donné. Merci. Oui, puis en passant, Écohabitation publie beaucoup. Puis s'il y a des super panneaux de bardeaux de cèdre préfabriqués ou je ne sais quoi, là, on en parle. On est toujours à la recherche de bons sujets parce que les Québécois sont assoiffés à 1,5 million de visiteurs uniques annuels, je pense, qui nous lisent. Fait qu'ils s'attendent à ce qu'on leur trouve des bonnes lectures. Oui. On avait une autre question? Bonjour, Jérôme Clich, Recycle Québec. Merci Manuel de la présentation, c'est hyper intéressant. Je voudrais rebondir sur l'intervention de Jacinthe Caron sur la question de vente de maisons. Il y a aussi là une culture, je rebondis sur l'aspect préventif. Lorsqu'on vend une maison, on ne vend pas qu'une maison, on vend de l'habitation sur une période de temps. Et on oublie bien souvent qu'une maison, ça vient avec un plan d'entretien. Alors, pour intégrer la valeur de la maison, lorsqu'on la vend, c'est de dire, bien, il y a un plan d'entretien, puis voici ce qui est fait, voici ce qui est à faire, et ça fait partie du coût d'achat. Alors, en vendant ça, en sensibilisant l'acheteur sur les travaux à venir, on est à même de le faire réfléchir sur « Ah ouais, OK, j'économise parce qu'il y a eu tel revêtement. » Alors, la dimension vente et prévention au niveau entretien, je pense que c'est quelque chose qui devrait faire partie de ce qu'on vend lorsqu'on vend une maison. Oui, on a lancé un programme qui s'appelle Éco-Courtier. C'est pour les courtiers immobiliers qui sont, c'est ça, sensibilisés, qui ont suivi nos formations, qui ont vu cette présentation-là également, qui peuvent passer des examens et s'accréditer éco-courtier. Et c'est dans leurs engagements, catégoriquement, d'aborder les questions de durée de vie et de coûts écologiques dans le temps de ce qu'ils vendent à leurs clients. C'est volontaire, évidemment, mais puis je dirais que les toitures, par exemple, c'est réfléchi. Les planchers de bois, bois franc à l'intérieur, c'est des choses qu'on retrouve sur des fiches de revente de maisons. Heureusement, c'est pas complètement passé aux oubliettes comme équivalent à une maison avec asphalte et plancher flottant. Il y a une vraie valeur associée à ça et nos éco-courtiers nous le confirment dans le cadre du projet que c'est des éléments de vente. Ça ajoute à la valeur de la maison et elle peut se vendre non seulement un peu plus cher, mais plus rapidement quand il y a des revêtements de qualité. Fait que c'est pas que des choses décourageantes. Il y a beaucoup d'éléments très encourageants là-dedans. Tout est dans la façon de faire, la façon de mentionner. On a ici des inspecteurs en bâtiment qui font bien sûr des inspections pré-achat. J'imagine que c'est des choses qui ont avantage à mentionner justement dans des rapports comme ceux-là, la durée de vie des matériaux qu'il y a sur la maison, justement pour donner de la valeur à l'investissement des propriétaires. On avait une autre question. Oui, ici. Bonjour, David Verville, Synergie Victoriaville et sa région. Ma question concerne ce que vous avez abordé en fin de présentation, à savoir que vous comptiez faire la promotion de ces choix-là, entre autres auprès des fabricants de maisons pré-usinées ou du moins de parties de maisons de la fabrication en usine. J'aimerais que vous élaboriez un peu à ce sujet-là, à savoir qu'est-ce qui différencie les entreprises qui décident de faire de la maison pré-usinée par rapport à l'entrepreneur qui fait de la construction en chantier. Qu'est-ce qui les rend
plus ouverts ou plus intéressés à aller dans cette direction-là? Les entrepreneurs en pré-usinés, ou c'est des usines dans le fond, c'est pas des entrepreneurs, ou les entrepreneurs qui montent sur place, ils font ce que les clients veulent. Puis en gros, les clients, souvent, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils viennent se former chez nous, ils lisent notre site web, puis plus ils en lisent, plus ils sont perdus là, à savoir ce qu'ils veulent. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est justement faire tous les choix, que l'architecte fasse des choix et qu'Écohabitation accompagne les architectes pour regarder l'impact cycle de vie de tout ça et l'incidence au niveau de la consommation énergétique. Pour les clients, pour dire « je veux acheter une maison à 20 kWh du mètre carré par année de consommation en chauffage annuel. » Tu sais, les maisons passives, il n'y a pas que le 15 kW, on veut pouvoir magasiner selon la performance énergétique simulée à l'avance avec le design et les choix de revêtement que les architectes auront fait. Et que les choix soient tous prépensés. Les gens, quand le marché de l'habitation, c'est la folie, là. Il y a tellement de choix et on ne sait pas comment être, par où aller. Et les gens font confiance souvent à leurs entrepreneurs de faire les bons choix pour eux. Puis les entrepreneurs, quand tu as posé du bardeau d'asphalte toute ta vie, puis tu n'as jamais fait une toiture en tôle, tu vas dire « ça c'est pas bon, c'est cher. » Je l'ai fait moi-même à l'époque, là. Je suis coupable. Mais c'est ça, il n'y a pas de différence entre du préfabriqué. C'est un bâtiment, c'est une compilation d'à peu près 10 000 choix. Puis les gens veulent faire confiance à quelqu'un comme un organisme en environnement, là, de faire les choix pour eux. Et Écohabitation, dans cette idée-là, tout ce qu'on fait, c'est la promotion de kits conçus par des architectes avec en partenariat avec une usine pour optimiser les coûts. Et j'en ai même parlé à M. Quentin de partir un kit signé MRC des sources, imagine. Tout isolé en chanvre, avec du bardeau de cèdre, idéalement de la MRC. Imaginez là, comment ça... Puis nous, on les vendrait, puis on les montrait au salon de l'habitation dans le stade olympique, puis là, en sortant, le monde tout émerveillé, c'est super beau la nouvelle maison. T'as-tu visité la nouvelle maison? Puis ils ont juste à signer, acheter, là. Pas de penser à rien. C'est ça que les gens veulent en habitation. C'est de ne pas penser. Très bonne idée. C'est ça le rendez-vous des écomatériaux. Ça sert à ça, faire émerger des idées. On avait une autre question ici. Bientôt 20 ans qu'on essaye d'éduquer les gens sur les bons choix, puis avant qu'ils compilent 9 000 sur les 10 000 bons choix, là, pas tout le monde a la chance comme vous de travailler là-dedans. Ils savent juste ce qui est beau, puis ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puis l'habitation, c'est des coups de tête, là. Tu t'achètes ou tu fais construire, puis rendu dans le feu de l'action, c'est dur de prendre des décisions. Donc, des décisions prises à l'avance, on se dit, c'est à la dame, ça fait... c'est une réponse à peu près 100 familles qui m'ont dit hey, « c'est bien trop compliqué, toutes vos histoires. Pouvez-vous m'en bâtir une? » Je suis comme « Mais non, j'ai plus mes licences. » Je fais juste en parler. Puis, faut pouvoir guider, orienter et aussi sécuriser les consommateurs. Ils veulent juste penser qu'ils font les bons choix. Oui. Monsieur Claude. Moi, j'aimerais que vous parliez des toitures en pneus recyclés que vous avez parlé tout à l'heure. Y a-t-il des... Parce que je voyais quand même que ça pouvait t'offrir jusqu'à 50 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a-t-il des désavantages au niveau senteur, au niveau aussi inflammabilité, tout ça? Ça respecte-tu les différentes normes, tout ça? Oui, il y a toute une série de produits sur le marché. Il n'y a pas que le EnviroShake, là. Il y a EuroShield, je pense, qui font de l'imitation ardoise
Il y a plusieurs reliefs qui sont faits avec les mêmes mélanges de pneus avec la fibre de bois ou de chanvre. Mais c'est sûr, quand le soleil tape là-dessus, quand tu as des produits, des polymères qui vont se dégrader, c'est sûr, c'est pas la même chose qu'un produit de bois ou de métal. Merci. Vous avez une question ici, M. Hugon? Oui, bonjour. Christophe Huon, École d'architecture de Nancy. Merci pour votre intervention. Je voulais rebondir sur la première question concernant la valeur des bâtiments vertueux. Nous, en France, c'est une vieille question qu'on se pose sur le fait que ces bâtiments-là sont plus chers et qui peut se les payer, etc. etc. Et donc, on n'avait pas d'autre solution que de revenir sur des retours d'expérience de pays à côté de chez nous qui avaient une grande expérience, et notamment la Suisse. Donc, ça n'avait aucune valeur en termes de communication. On ne peut pas comparer le marché suisse ni le niveau de vie des Suisses avec celui des Français. Donc, on tournait en rond. Et depuis 4-5 ans, on a désormais un outil qui est fabuleux. C'est simplement le retour des locations et des ventes qui sont retournées par la Fédération des notaires. Et en temps réel, on sait exactement quel est le niveau de location ou d'achat d'un mètre carré en France en fonction de ses caractéristiques performantielles. Et donc aujourd'hui, on sait qu'un bâtiment qui va être de telle qualité va pouvoir se vendre quasiment 10%, 20%, 30%, 40% plus cher qu'un autre bâtiment. Donc sans incitation forcément financière ou sans communication trop importante, on se rend compte que l'homme inconsciemment est capable d'investir plus d'argent dans un bâtiment qui sera plus confortable et plus performantiel. Exactement comme dans l'électroménager, où aujourd'hui, sans se poser de questions, on achète des A+++ au lieu d'équipements B, C, D, E, F, G. Voilà. Oui, absolument. C'est difficile d'avoir des paramètres comme le type de toiture, le type de plancher dans les marchés sur c'est ça, les bases de données du marché de la revente. Mais les exercices qui ont été faits, qu'on a croisés, par exemple sur la côte ouest américaine, où la certification LEED s'est implantée plus tôt qu'ailleurs, on voit, oui, un 6 à 8% de valeur au pied carré de revente par rapport aux maisons non certifiées dans les mêmes quartiers pour des produits équivalents. Fait que, au moins, c'est encourageant quand on peut suivre cette évolution de valeur-là sur le marché de la revente, mais quand on mise sur des matériaux spécifiques, c'est rare. Et on tarde à installer même l'obligation au Québec d'avoir une cote énergétique lors d'une revente. C'est les prochaines années, mais c'est promis pour les prochaines années depuis bientôt 15 ans. Fait qu'on va voir si Transition énergétique Québec vont être aussi décevants que leurs prédécesseurs. On avait une intervention ici, d'ailleurs, d'une de nos conférencières, Mme Meika Thibodeau. Allô? J'aime bien l'idée d'une maison prête. L'idée d'une maison signée MRC des Sources, mais ça m'a fait penser peut-être une maison signée par région, adaptée à la région, autant en proximité des matériaux que d'adaptation au climat ou au contexte où on se trouve. Parce que j'adore les toitures en alternative au bardeau d'asphalte, mais il faut que ça résiste au vent et au sel. Ah, c'est sûr que les maisons adaptées au microclimat d'une région, c'est une bonne affaire, mais l'idée, c'est qu'on veut en vendre en tabarouette de ça. Là. On veut en vendre partout. On veut en vendre aux Américains. Puis on parle même c'est ça, les usines qui vont chercher leur standard là, pour l'exportation. Ce qu'on sait quand on fait des analyses cycle de vie, comme on en a fait pour Québec Wood Export, là, le QWEP, pour envoyer des maisons en bois préfabriqué du Québec jusqu'en Chine. Et je pense l'impact au niveau pour prendre de la Beauce
camion jusqu'à Montréal, je pense, en train jusqu'à Vancouver, le bateau pour traverser le Pacifique. On avait 4 fois moins de gaz à effet de serre avec des panneaux préfabriqués d'ici par rapport à une construction équivalente en béton montée dans la ville même en Chine. Fait qu'on on sait que le transport maritime n'est pas le grand coupable. C'est pour ça qu'on dit, quand on n'a pas de biomatériaux faits au Québec, on s'en foutu, là. On les importe d'Europe. Il n'y a pas de tabou au niveau environnemental. Là, c'est l'écologiste qui parle. Là. Le transport maritime a très faible, ou de même en train, a de très faibles empreintes. C'est vraiment le transport par camion. Quand on parle d'achat local, c'est vraiment au niveau social que c'est intéressant. C'est pour, c'est ça, de faire travailler les gens de chez nous. C'est au niveau environnemental, l'argument ne se tient pas en tout. Plus on fait d'analyse cycle de vie, plus on voit que l'intensité énergétique du transport n'est pas la fin du monde. Puis c'est un peu un mythe dans notre milieu. Nous, on dit, hey, si nos industriels au Québec ne peuvent pas se déniaiser là, pour nous offrir des produits intéressants, ben, on va les faire venir, pas de trouble. Puis on a même des produits européens qui vont se mêler à nos premiers kits parce que, c'est ça, ils sont simplement pas disponibles ici. Intéressant d'entendre ces démystifications-là. Monsieur? Salut Emmanuel, Martin Cormier, je représente l'industrie de la maçonnerie. Alors nous autres, notre industrie, on est en train de se déniaiser parce qu'on est plus ou moins attrayant depuis les dernières années. Et nous, on fait partie du cycle de 60 ans qui nous touche énormément. Donc, quand on regarde les consommateurs, la maçonnerie, ça coûte beaucoup trop cher selon la perspective qu'ils ont d'une consommation à court terme. Ceci dit, ça fait 3 ans qu'on travaille sur un projet qu'on a réussi, donc ce qui nous amène un peu à l'éco-taxe. L'industrie s'est auto-taxée elle-même. Donc, on est dans un projet pilote qui a commencé le 1er janvier dernier. Donc, on charge directement le manufacturier de blocs de béton, prélève 5 sous du bloc. Alors, il faut comprendre que le bloc, ça vend à moins d'1 $. Donc, on prélève 5 sous du bloc, ce qui nous a permis, dans le premier 6 mois, d'aller chercher 100 000 $ déjà en partant dans l'année 1, avec des ventes de 2 quelques millions de blocs sur une capacité de 7 millions par année. Alors, c'est une éducation qui a duré 3 ans, pour laquelle je me suis arraché les cheveux, essayer d'éduquer les gens, les fabricants, mais aussi les entrepreneurs en maçonnerie pour adhérer à ça. Et ce levier d'argent-là, déjà dans le premier bloc qu'on vient, en fait, les 2 premiers corps qu'on vient de recevoir, ça va être de travailler, par exemple, entre autres, avec André Bourassa, mais d'autres personnes aussi, pour développer des produits éco, changer la recette, peut-être des blocs de béton, et de voir éventuellement comment on va devenir plus attrayant. Donc, ça vient un peu regrouper ce dont tu parlais plus tôt. Nous, l'industrie, ben, ça a été un changement drastique. Et ce qui est désolant, c'est de voir, lorsqu'il y a des conférences comme aujourd'hui, on voit très peu de gens dans d'autres vêtements ou des gens de l'industrie de la construction, même en efficacité énergétique, parce que les gens ne se déplacent pas. Donc, c'est pas encore ancré dans la culture du milieu de la construction. Ça va être un travail de longue haleine. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut réinvestir cet argent-là pour justement améliorer la production et éventuellement voir peut-être d'ici 2 ans faire la même chose avec la brique. Donc, aller taxer nos propres produits à la source pour être capable justement de s'autofinancer et de développer des nouveaux produits. Oui, j'ai pas parlé de revêtement. Les clients les plus fortunés qu'on a eus, on n'a jamais réussi à installer une toiture d'ardoise tellement les coûts étaient explosifs. C'était absolument incroyable, les coûts au pied carré pour mettre des toitures d'ardoise. Je voulais surtout intervenir en retour d'expérience qu'on a eu sur 2 bâtiments qu'on a fait avec des tuiles en pneus recyclés. Puisque ça fait 15 et au moins une quinzaine d'années dans les 2 cas, et que ça a très très bien vécu, ça a très bien survécu, soit le petit pavillon au bord de la rivière au parc Marie-Victorin, parc Bernard-Lemaire, pardon, à Kings Falls, et la gare à Warwick. Je rappelle qu'à la gare de Warwick, on devait mettre une toiture en bardeau de cèdre, et pas un couvreur pouvait garantir la toiture en bardeau de cèdre, donc il a fallu se rabattre sur un autre produit qui était justement EnviroShake, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est intéressant, c'est quand on amène un nouveau produit à l'entrepreneur général en remplacement de ce qui est prévu, il y a, on aime ça, poser ça se pose bien, ça va vite, etc., et qu'il y a le sourire, mais vraiment d'une oreille à l'autre,
Ça, c'est intéressant. Puis ça a bien performé depuis. Moi, j'ai pas eu d'écho qui avait eu de problème. Évidemment, il y a un mélange des paquets qu'il faut faire, sinon ça se peut qu'il y ait un grisonnement qui soit inégal. Mais dans le cas de la gare particulièrement, ça a très, très bien performé. C'est le coût qui est un problème. Le coût au pied carré est très élevé. Idem pour la tôle. Le toit en acier, quand on parle de feuilles d'acier, on peut très bien avancer avec ce produit-là en disant qu'il n'est pas beaucoup plus cher, mais c'est une fiction souvent de dire que c'est pas beaucoup plus cher, parce qu'au pied carré, la tôle n'est pas beaucoup plus chère. Mais quand on a compté toutes les faîtières, les moulures, les pliages, les ci, les ça, c'est là, encore une fois, que les coûts d'une toiture en tôle explosent. Et je n'ai pas parlé des arrêts de glace qu'il faut faire. Si vous ne le savez pas, moi, je peux vous en parler de très nombreuses expériences. Les voitures cabossées par des chutes de glace et pire, et pire, et pire. Alors, la toiture de tôle a vraiment son intérêt, mais surtout une toiture de tôle sans vis apparente, si on veut avoir la longévité auquel on est en droit de s'attendre. Sinon, à long terme, les vis se relâchent et puis on a d'autres types de problèmes. Au vécu, c'est intéressant, mais ce n'est pas sans inconvénient non plus. La conception du bâtiment, si vous prévoyez une toiture en tôle, ça doit être une toiture extrêmement simple, où il n'y a pas d'évent, où il n'y a pas de cheminée, où il n'y a pas toutes sortes de bébelles qui font qu'on gaspille l'intérieur de la maison avec des infiltrations d'eau inopportunes. Merci, c'est très intéressant. Ça nous amène dans tout. Et l'idée d'avoir un projet MRC des sources, par exemple, qu'est-ce que ça peut permettre? Ça peut permettre un pouvoir d'achat plus important pour que, si on veut avoir un type de produit particulier sur 25 maisons, c'est beaucoup plus facile de faire optimiser les coûts que quand on est toujours en un petit projet écolo, puis un autre petit projet écolo, c'est pas la même game. C'est vraiment une très, très belle idée que vous avez. Bien, c'est surtout qu'on ne le cachera pas que c'est un moyen pour des consortiums de matériaux plutôt nouveaux là, de percer, parce que tu es garanti de passer ton produit dans quelque chose qui risque de rouler avec de se mettre en gamme, là, puis de faire la mise en marché d'un produit plutôt que d'un matériau. Les gens aiment voir le résultat final. Puis s'ils ont un coup de foudre sur une maison toute belle, toute finie, avec la belle cuisine, avec le beau comptoir et tout ça, là, en amiante, ça va être beaucoup plus facile de signer le dépôt que de se dire « Ah, un jour, peut-être, je vais mettre un isolant en chambre dans mes murs. » La vente est encore très, très loin. Là. On a une autre intervention ici. Oui, bonjour. Mon nom est Paul Girard et je suis de la compagnie Polar Maxima. Et je trouve votre présentation énormément intéressante. Je me sens comme à peu près dans Obélix qui est tombé dans la potion magique. Mais je viens de tomber aujourd'hui. Je n'en aurais plus besoin, mais c'est le contraire. J'ai besoin de vous autres énormément. Vous venez pas du Yukon? Oui. Ouais. Bon, ben moi, j'ai vu dans un congrès quelque part au Canada, je pense. Il n'y a pas tellement longtemps non plus, quelques mois de ça. Et puis, effectivement, dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose que je trouve énormément intéressant. Tu disais, il n'y a pas encore de contracteurs ou de manufactures qui offrent des kits qui sont axés essentiellement sur l'environnement. Et puis, je tiens à dire que oui, effectivement, j'ai finalement certifié ma première usine hier. Et alors, même si c'était dimanche, là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Puis, tout ce que vous parlez, je vais avoir besoin de votre aide, je vais avoir besoin de l'aide de tout le monde parce qu'on est en train de vous prodiguer les solutions, que vous cherchiez la source unique qui peut englober l'ensemble des matériaux qui sont écologiques et durables, qui vont être disponibles pour les ingénieurs et les architectes. Et oui, on a déjà dessiné des kits qui sont complètement en morceaux, ou qui sont en panneaux, qui sont en modules, et qui sont exactement à l'image exacte de ce que vous venez d'expliquer. Puis, je suis énormément content d'être ici aujourd'hui. Je n'étais pas ici pour plugger, je voulais même pas parler, mais quand tu as dit il n'y a pas encore personne qui le fait, il fallait que j'intervienne, puis je disais, bon, ben, finalement, il y a quelqu'un qui a décidé de le faire, puis il y a un manufacturier qui a décidé d'emboîter le pas. Ils investissent massivement, ils transforment leur usine complètement, et on s'en va sur des maisons uniquement vertes au même prix que les maisons standards. Donc, on va sauver de 70 à 90% d'énergie au même prix. Ça, là. Ouais, si je me souviens bien, ceux qui ont lu sur la maison de Kenogami, là, qu'on a assisté pas mal au Saguenay,
C'est comme un genre de Alain Hamel, mais du Yukon. La durabilité, pas de niaisage, en tout cas. Mais pour ceux qui veulent ramener les petites statistiques sur un des 3 revêtements ou le petit signet pour vous rappeler où se trouvent toutes les infos sur ecohabitation.com, j'ai les petits papiers ici, les petites fiches avec les coûts d'opération.